En France, chaque jour, 550 personnes en moyenne perdent leur emploi à cause d'une faillite. Donc le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SARL ou Lille. Et c'est souvent au tribunal de commerce que les patrons jouent leur dernière carte. Non, il y a des solutions. C'est pas évident. Vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider aussi. Liquidation, redressement, plan de cession, juge, avocat, administrateur judiciaire, commissaire-priseur. La croissance d'un pays, elle repose aussi sur la qualité de son entrepreneuriat. Tous se confrontent au quotidien à la vie et à la mort des entreprises. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette 3e émission de notre quadrilogie sur les faillites, sur le système de la mort qui entoure la mort, qui encadre la mort des entreprises. Ça fait beaucoup de fois le mot mort dans une même phrase, je vais me casser mon stylo. Mais c'est la réalité, on prend directement la suite du précédent épisode. Et donc là, on va continuer d'avancer avec un cas très précis. On va maintenant prendre carrément, on rentre là maintenant dans le dur. On va avoir Mario qui va nous partager ses problèmes, la réalité. On va parler, on va flirter avec la politique. Et on va avoir réellement un contact violent avec la réalité de comment ça se passe. On était beaucoup dans la théorie sur les 2 premiers épisodes, même s'il y a des moments où j'ai un peu digressé comme d'habitude et je suis un peu parti dans mon délire. Et là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le dur pour essayer justement de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est très amusant parce que, entre-temps, moi, il m'est arrivé des trucs. Tu sais qu'à côté, moi, je bosse. À côté, moi, je bosse. Je bosse pour mon patrimoine. J'ai un travail de la même façon que tu as un travail. Et mon travail, c'est de développer mon patrimoine. Que j'adore, en fait. C'est une passion, tout en étant un travail, tout en étant tout ce que j'aime. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il m'est arrivé des trucs en lien avec l'émission. C'est ça qui est rigolo, pour diverses raisons. Bref, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est un fait. On va surtout pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, et comme d'habitude, je vais te rappeler l'usage parce que tu sais que tu as des choses à faire et j'aimerais que tu les fasses. D'accord ? Donc tu prends quelques secondes et tu me laisses un commentaire là où tu écoutes cet épisode parce que ça m'aide énormément, ça te prend quelques secondes et moi tu peux pas t'imaginer, ça me permet de référencer, de faire connaître ces émissions parce que les podcasts, tu le sais ou d'ailleurs tu ne le sais peut-être pas, mais les podcasts ne se référencent pas. Alors aujourd'hui, et c'est pour te dire quand même, je veux que tu saches que je suis la situation, je suis la réalité de cette chaîne aujourd'hui au moment où j'enregistre cette émission. Sur le Apple Podcast, parce que moi j'ai tendance à regarder Apple Podcast, nous avons 124 notes et je t'en remercie, c'est énorme. Mais il faut maintenant qu'on arrive à 200. Alors boss et laisse-moi des commentaires. La dernière c'est merci Nico, très bonne analyse. Ouais, le type est très bon, merci, je me régale. Ça fait beaucoup de fois merci Bruno. Mais ça me fait plaisir. 5 étoiles pour l'état d'esprit. 5 étoiles aussi, très très bon podcast. Merci Nicolas pour cet excellent podcast rempli d'infos capitales. J'ai adoré ton analyse sur l'émission de M6. Je me doute que ça demande énormément de temps, mais continue le plus longtemps ce podcast. Alors pour l'émission de M6, apparemment il va y avoir une saison 2. Donc il y aura un match retour. J'ai adoré analyser ces émissions, c'était vraiment hyper intéressant. Elles sont toujours disponibles sur la chaîne. Laisse-moi donc des pouces, et voilà, en fait, des pouces, non, c'est pas ici, mais tu m'as compris. Laisse-moi des étoiles et un commentaire, ça m'aide énormément. Prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à la chaîne, ça m'aide aussi énormément. Ensuite, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent. Ou alors tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche, c'est facile, c'est le premier bouquin, et tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Voilà. C'est un bon livre, je te remercie d'avance, tu vas t'éclater. Enfin, et pour finir, si tu veux qu'on bosse ensemble, il y a un seul programme. C'est facile, il s'appelle 1 million. Un programme, 1 million. Et comme ça, tu connais l'objectif. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. C'est très facile. Après, par contre, c'est à crédit. On est bien d'accord, je ne fais pas un virement. J'aime bien le préciser. Mais tu verras, voilà, honnêtement, 1 million en immobilier, ce n'est pas la mer à boire. Ok ? Bon, allez. On est parti, sans plus de transition. Patrick, tu vas m'envoyer la purée et on va réellement rentrer maintenant dans la partie qui est, à mon sens, quasiment la meilleure de cette quadrilogie, même si la dernière partie est tout autant intéressante. La dernière partie, ça sera vraiment sur comment tu vas pouvoir tirer parti de tout ça et faire du business, même si là, déjà, on va commencer à toucher du doigt la réalité et tu vas comprendre ce qui se cache derrière. Sans plus de transition, Patrick, action! À Nantes, le greffe du tribunal de commerce
c'est aussi la porte où les chefs d'entreprise viennent frapper quand tout va mal. En 2016, un quart des faillites concernaient des entreprises du BTP. Donc, en 2016, un quart des faillites concernent le domaine du BTP. Et le BTP, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est les investisseurs immobiliers. Et dans ces faillites dont on va parler, il y a énormément d'acteurs du domaine du BTP, de la construction. Et donc, bien évidemment, comme je suis un beau petit franchouillard, hein, j'ai un petit camembert, hein, j'ai un camembert devant les yeux. Oui, madame, oui, monsieur, j'ai un camembert. Et celui-là, il n'est pas à manger, non. C'est un camembert qui résume, n'est-ce pas, l'état des faillites en France. Donc, pour te donner des chiffres, hein, 24,3% sont dus, les faillites sont issues du domaine de la construction. D'accord? Alors après, j'ai des petits problèmes de couleur, hein, parce que bon, tu sais, moi, mes couleurs, je les connais pas. Tu connaîtras vraiment Si tu écoutes mes podcasts depuis le début, en fait, au final, tu me connais. Alors que moi, je te connais pas. Parce que au final, je distille dans chaque épisode tellement de petits éléments personnels. Oui, je ne connais pas mes couleurs. Et alors, voilà, il y a des gens qui sont dyslexiques, il y a des gens qui sont daltoniens. Eh bien, moi, je n'ai pas appris mes couleurs. Voilà, donc, je connais pas trop les couleurs, mais j'arrive à peu près à les associer. Donc, il y a 13,3% des faillites qui sont issues du domaine du commerce de détail. D'accord? Il y a 11,7% qui sont issus de faillites des services aux entreprises, 10,7% hébergement-restauration, 8,5% services aux particuliers, 6,8% industrie manufacturière, 6,2% finance, assurance et immobilier. C'est pas énorme, c'est pas ouf, mais il ne faut pas que tu te leurres en fait. Pour moi, finance, assurance et immobilier, ça se rejoint avec le domaine de la construction. C'est lié, oui. 5,1% commerce de gros. Attention, hein, 3,4% commerce automobile. Dans le transport, nous n'avons que 3% de faillites. Sur la totalité de la France, n'est-ce pas? Sur un cumul de 12 mois. Je précise. Information et communication, 2,4%. Autres, donc tous les domaines que je ne cite pas, nous sommes à 2,3%. Agriculture, sylviculture et pêche, 2,2%. Énergie et gestion des déchets, 0,3%. Petit conseil, parce que tu sais que j'aime bien te donner des petits conseils, bien, je vais te donner une liste qui peut t'induire, ou en tout cas t'orienter sur les domaines d'activité où tu peux aller. Parce que finalement, si tu te lances dans un domaine où il y a énormément de faillites, eh bien, tu prends toi-même le risque de subir une faillite. Bon, j'arrête avec ma voix bizarre, hein, tu m'en veux pas, je trouvais ça fun. C'était l'histoire du camembert. Bref, après, il faudrait rentrer vraiment dans le détail, parce qu'on te dit le secteur du BTP, mais toutes les entreprises, dont celles qu'on va voir ce soir, j'allais dire, pardon, maintenant. Donc Mario n'est pas un entrepreneur du BTP, on est bien d'accord, hein, c'est un petit entrepreneur. Je pense d'ailleurs que ça serait très intéressant d'avoir le détail dans ce détail que je viens de te donner, que je n'ai pas trouvé, hein, je te le dis en toute sincérité. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que je pense que, en l'occurrence, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui font faillite. Il y a ce qu'on appelle des points de bascule, des points de rupture dans les différents métiers qu'on exerce. Et à partir de ces points-là, et je vais avoir l'occasion de t'en parler dans cette émission, bien évidemment, tu as moins de risques de faire faillite. Mais bon, après, ne crois pas qu'on est immunisé contre ça. Attention, je précise encore, cette émission risque un petit peu de te paraître politisée, mais je suis apolitique, c'est très important. Moi, je ne suis que ton humble serviteur qui décrypte ce que je vis dans mon quotidien et ce qui est effectivement, on va dire, ce que je peux pointer du doigt et trouver ça un petit peu négatif, que je trouve dérangeant dans un système qui est le nôtre, et ce que je peux trouver aussi de positif, parce qu'il y a du négatif et du positif dans tout. Bref, comme tu l'as compris, donc, on va parler de ces faillites, on va parler de cette mort qui attend les entreprises, on va voir comment ça se passe, ceux qui risquent, ceux qui le perdent et comment ça se termine. Mario dirige une petite société de travaux et son affaire bat de l'aile. Il a demandé une audience avec les juges du tribunal. Bonjour. Il y avait 4 feuilles qui manquaient à mon dossier. On vous a convoqué pour quelle audience? Non, on m'a pas encore convoqué. On m'a dit qu'il manquait ces papiers-là pour avoir la convocation. Et après, on m'a dit que je devais venir. Merci. L'entrepreneur a plus de 60 000 € de dettes et plus un sou en poche pour rembourser ce qu'il doit à la banque et à ses fournisseurs. Il est en cessation de paiement. Il a abandonné. Donc vous venez pourquoi en fait? Pour un redressement, parce que l'entreprise n'y arrive plus du tout. Et on a des dettes et voilà, on a besoin d'un coup de main, quoi. Et vous attendez quoi donc du redressement concrètement? Qu'on m'aide à gérer un peu mieux. Parce que tout seul, c'est dur.
Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Bon voilà, là tu es face, mais tu es réellement face à ce dont tu as peur. C'est-à-dire que tes plus grandes craintes, tes plus grosses peurs en entrepreneuriat, ce que tu redoutes le plus finalement lorsque tu vas te lancer, lorsque tu vas laisser ton travail, même lorsque tu vas investir en immobilier, peu importe finalement ce dans quoi tu veux amorcer la pompe, ce dans quoi tu veux te lancer, créer, enfin bref, peu importe ton projet, ta peur, ce qui cristallise ta peur, c'est Mario. Mario, 60 000 € de dette qui n'arrive plus à gérer et qui a besoin d'aide. Déjà, il y a une chose que je veux qu'on souligne qui est capitale. Mario a énormément de courage. Il y a beaucoup de personnes qui, dans une situation comme la sienne, vont choisir la politique de l'autruche, vont carrément ignorer le problème, ni même le verbaliser en fait. Le fait qu'ils le verbalisent, qu'ils disent à la fin, c'est très dur, j'ai besoin d'aide, j'ai envie qu'on m'explique et qu'on m'accompagne pour, rien que ça, c'est un énorme pas en avant. Et la vérité, c'est que tu vas voir que ce qui se cache derrière cette peur que nous avons tous, je veux que tu saches une chose, et je trouve que c'est hyper important de le dire. Je pense personnellement que je peux faire faillite. Je veux que tu saches que même si aujourd'hui tout porte à croire que tout va bien dans ma vie et qu'aujourd'hui, malgré la crise qui va arriver ou ce que j'ai vécu, et je n'ai pas encore vécu ma crise, mais malgré tout ce qui a pu se passer, pour l'instant, je suis toujours là et j'espère être toujours là dans l'avenir, j'ai personnellement quand même conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et je ne suis pas à l'abri. Ni moi, ni mon voisin qui est richissime, ni personne. Ni personne. Et d'ailleurs, c'est vraiment important de le préciser parce que plus vite tu vas arriver à l'accepter comme je l'ai accepté. Et vraiment là, je ne le ramène pas à moi pour parler de moi. C'est parce que personnellement, je l'ai accepté et je l'accepte. Eh bien, si tu arrives à le vivre comme je le vis, ça devrait bien se passer. Je veux que tu saches que si tu crées une boîte, si tu lances un projet, quoi que tu veuilles faire, même si tu suis mes formations, la formation de je ne sais qui, que tu me dis « Ah oui, mais toi, tu es nul, mais lui, il est meilleur », tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Tu ne seras jamais à l'abri de ça. D'ailleurs, ça me fait toujours beaucoup rigoler parce que pendant une période de ma vie, je vais te parler du mariage, là, c'est une digression, mais tu vas comprendre. Pendant une période de ma vie, j'avais une certaine vision du mariage. Bon, ça c'est bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais bien évidemment, tu imagines que quand, comme moi, tu as construit un patrimoine avant de rencontrer ta femme, il y a une certaine de logique derrière tout ça. Plus le patrimoine est gros, plus tu vas te dire le mec va faire un contrat. Et la raison première que la plupart des gens évoquent sur le fait de faire un contrat, c'est de dire je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis avant le mariage à cause d'un divorce. Mais c'est marrant parce que à cause de mon expérience de vie, qui je te rappelle est dans mon livre et que je te rappelle qui est simplement une faillite familiale, personnellement, le contrat de mariage, je ne le vois absolument pas comme une manière de protéger ce que j'ai acquis. Moi, je vois le contrat de mariage à l'inverse, comme une manière de protéger ma femme de moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple et tu vas comprendre. Je continue de prendre des gros risques. Et je vais t'avouer un truc qui est délire, mais plus j'avance, plus j'ai envie de prendre des gros risques. C'est mon tempérament, c'est mes objectifs, c'est propre à ma personne, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Mais c'est mon tempérament. Et du coup, à l'inverse de tout ce que tu peux imaginer, parce que j'ai une volonté de donner, et même si de toute façon j'ai un contrat de mariage et que je donne à ma fille indirectement, imagine si je meurs maintenant, c'est ma femme qui devra gérer le patrimoine en attendant que ma fille soit adulte et responsable. Et entre nous, le jour de ses 18 ans, si elle héritait de mon patrimoine actuel déjà, ce qui sera encore plus gros à ce moment-là, mais ce n'est pas la question, eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne serait pas en capacité de le gérer, même à 18 ans. Je sais de quoi je parle. Bref, ce n'est pas la question, mais ce que je veux te dire, c'est que, en gros, ma femme sera automatiquement désignée comme exécutrice légamentaire le temps qu'elle arrive en âge de gérer. Voilà. Et ce qui est très amusant, je trouve, c'est que personnellement, j'ai plus la sensation, grâce à un contrat de mariage, de les protéger d'une éventuelle connerie que je pourrais faire qui pourrait m'amener à tout perdre, ce que je suis tout à fait en capacité de faire, que de ce que ça me protège moi, finalement, de tout perdre avec ma femme. Parce que entre toi et moi, dans mon couple, là je parle vraiment très personnellement, mais celui des deux qui risque de tout faire perdre à l'autre, c'est pas ma femme, c'est moi. Parce que c'est moi qui entreprends, et comme c'est moi qui entreprends, c'est moi qui pose de l'argent sur des grosses positions, et donc ces positions, si elles périclitent,
je périclite avec. Et donc, je trouve très amusant de voir que finalement, on a tous une vision qui est biaisée du monde. Parce que regarde, là, tu vois un entrepreneur, tu vois, on va suivre cet entrepreneur, Mario, qui est en détresse, qui reconnaît sa détresse et qui est donc un très bon entrepreneur. J'adorerais rencontrer Mario. Mario, si tu écoutes cette émission, contacte-moi pour venir ici et discuter avec moi de l'émission. D'ailleurs, si d'une façon ou d'une autre, il paraît qu'on est à 5 personnes des gens qu'on veut rencontrer. Si d'une façon ou d'une autre, tu as un lien avec Mario, fais-lui m'envoyer un email. On fait une émission ensemble. J'aimerais parler avec lui parce que je mets de l'argent sur la table. Un entrepreneur ne peut plus redevenir salarié. Et ce que je veux te dire, c'est que peut-être que Mario, il aura eu un incident de parcours et tu vas le voir avec moi dans cette émission, avec ses 60 000 euros de dette, mais il y a de grandes chances pour qu'il soit toujours entrepreneur. Je vais analyser les réactions et la vision que va avoir Mario de sa situation et te donner mon opinion personnelle, mais attention, il n'y a aucun jugement dans ma bouche, je vais juste essayer de te proposer une alternative à tout ce qui peut être dit, de la même façon que je te propose une alternative de réflexion sur le mariage. Bref, j'en reviens au point. Mario, aujourd'hui, il a cette humilité de reconnaître qu'il a besoin d'aide. Et je t'incite, mais réellement, à t'inspirer de ça. L'humilité, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir. Parce que, très sincèrement, je connais, tu sais, quand je fais ces émissions, je les travaille au préalable. Je sais exactement où on va, en fait. Et là, je suis un petit peu obligé de te teaser la suite. En sachant où on va, tu vas voir que l'ennemi de l'humilité, c'est la fierté. Et c'est le sentiment de puissance que l'on peut ressentir dans l'entrepreneuriat quand on commence à gagner de l'argent. Quand tu commences à voir l'argent arriver, tu sais, la plupart des gens te font leur storytelling à 2 balles et tout, etc. Mais le plus dur dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de voir là. Le plus dur, ce n'est pas de faire faillite. Le plus dur, c'est de voir arriver des grosses sommes en fait. Quand tu commences à voir arriver des grosses sommes, il n'y a que là que tu vas te confronter à ta personnalité réelle. Tu ne sais pas qui tu es tant que tu n'as pas commencé à encaisser des grosses sommes d'argent. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que l'encaissement de la grosse somme d'argent va impliquer des réactions différentes pour toi et moi et pour tout un chacun. Et c'est là où tu vas te confronter à la réalité de ta personnalité. Et c'est très très drôle parce que tu as ceux qui vont prendre l'argent, le claquer, faire n'importe quoi avec. Tu as ceux qui vont réinvestir, tu as ceux qui vont investir correctement, ceux qui vont investir n'importe comment. Tu as ceux qui, comme Mario, sont en détresse, qui pensent avoir fait les bonnes choses mais qui ne les ont pas faites. Et la vérité, c'est que c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Et j'ai même tendance à dire que ça se complexifie avec les années. Et honnêtement, même moi, je reconnais, je pense que c'est vachement bien d'avoir la capacité à se dire je prends un coach. Même moi, je vais te le dire, j'y pense de plus en plus parce que, tu vois, par exemple, ce matin, on était au téléphone avec Jérôme, on parlait d'un truc. Tu sais, les gens ne comprennent vraiment pas à quoi ça sert d'avoir un coach en fait. Les gens se disent c'est de l'argent foutu en l'air. Moi, j'ai été entraîné quand je faisais de la natation. J'avais un entraîneur et donc Jérôme aussi, parce qu'on a fait tous les deux de la natation. Et ce matin, tu vois, on se disait ça. On se disait quand tu nages, moi c'était la natation, mais bon, quand tu fais ton sport, bref, tu m'as compris, l'entraîneur, il est juste là pour te pousser. Il est juste là pour te rappeler que tu n'es pas seul. Il est juste là pour te confronter aux autres. Et toi, tu es là pour recevoir de lui un point de vue extérieur à une situation que tu vis à l'intérieur. Là, ce dont tu aurais besoin, Mario, c'est de quelqu'un d'extérieur qui apporte son regard sur une situation que tu vis de l'intérieur. Je m'explique et tu vas comprendre. Quand tu t'entraînes, tu vas faire des choix d'entraînement pour obtenir un résultat. C'est la même chose finalement, c'est strictement pareil que quand tu as une entreprise. Tu vas faire des choix stratégiques pour obtenir un résultat. Il y a beaucoup de chances pour que ces nouvelles stratégies que tu vas impulser dans ta vie, elles ne soient payantes pas au moment où tu t'y attends. Ou alors, il faut faire des réglages. Ou alors, il va falloir attendre un peu plus que ce que tu imaginais au départ pour voir le retour sur investissement. Par exemple, tu achètes une machine qui coûte très cher. La machine, en fait, toi, tu espères la rentabiliser en 6 mois. En réalité, pour la rentabiliser, il va te falloir 2 ans parce que toi, tu n'as pas ce recul, tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas avoir les éléments que je suis en train de te donner. La personne à l'extérieur, parce qu'elle est extérieure, elle te dira, mais regarde, il y a ça que tu n'as pas calculé, il y a ça à quoi tu n'as pas pensé. Tu aurais dû peut-être acheter plutôt ce type de machine que celle-là parce que, tu vois, je vais te donner un exemple. J'espère que s'il m'écoute, il ne m'en veut pas que je parle de ça. J'avais donné un jour à un client qui avait acheté une machine d'un seul bloc. Il avait acheté un outil d'un seul bloc.
Et moi, j'avais dit au téléphone, mais tu aurais dû acheter un outil détachable parce qu'en fait, tu aurais pu multiplier tes interventions. Et en fait, lui, il avait la tête dans le guidon de sa création et il a joué l'économie et ça lui a desservi. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que parfois, quand tu as la tête dans le guidon, tu vas faire un choix parce que tu vas avoir besoin de ce choix-là à ce moment-là, mais tu aurais rajouté un petit peu plus, tu aurais attendu, ou il y aurait eu juste quelqu'un d'extérieur pour te dire attention, regarde, passe à ça, et tu aurais fait un autre choix et tu aurais eu un autre résultat. Bref, en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que le rôle de l'entraîneur, c'est juste de te pousser dans tes retranchements et de t'amener un regard extérieur. Pas parce qu'il l'a fait avant toi, c'est même pas ça. Il y a des gens qui font l'erreur de croire qu'un bon entraîneur, c'est un mec qui est allé au JO. Non, c'est pas vrai. C'est juste un mec qui comprend ce que tu fais. Il suffit juste de ça en fait. Il te suffit d'avoir un gars qui comprend ce que tu fais. Et c'est drôle parce que ce que je suis en train de te dire, et je te le dis froidement, j'ai pas de problème avec ça. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de me prendre moi comme coach. Il peut y avoir des coachs très peu expérimentés qui vont t'amener le même résultat que moi en fait. Et je l'accepte. Je n'ai pas de problème à le reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit que tu trouves un mec qui ait juste du recul sur ta position et qui ait juste un peu plus d'expérience ou juste même de l'expérience en immobilier pour t'amener ce dont tu as besoin. Je parle de l'immobilier, mais c'est valable dans le reste. Et ça, je veux que tu le comprennes. Et pour que ça t'arrive, il faut que tu aies de l'humilité. Et ça, je ne pense pas que je puisse te l'apprendre. Il faut juste qu'à un moment donné, dans ta vie, tu en aies marre de ne pas y arriver, que tu te dises, bon, moi j'ai vraiment envie d'y arriver, donc jusqu'où je suis prêt à aller. Demande-toi ça. Si tu veux te sortir d'une situation difficile, pose-toi la question que je viens de poser à voix haute. En fait. Dis-toi, ok, là j'ai tel âge et visiblement je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je n'ai jamais fait ? Et moi je te le dis, moi, je me suis déjà posé cette question et c'est quelque chose qui est en train de vraiment rentrer dans ma tête. Je n'ai jamais pris de coach business. Bon, je vais en prendre un. Comme ça au moins, je vais pouvoir voir comment ça se passe et quel impact réel ça va avoir sur mon activité ou pas. Et du coup, que ça en ait un ou pas, le jour où je me reposerai la question, je pourrais me dire, bon ça tu l'as déjà fait, t'élimines, il faut trouver autre chose. Et en fait, ce que je suis en train de te dire, je ne te le dis pas. Attention, je veux qu'on soit bien clair, je veux recadrer la discussion que nous sommes en train d'avoir toi et moi. Ce que je suis en train de t'expliquer, je ne te l'explique pas pour te dire de prendre un coach business. Je suis en train de te l'expliquer pour te dire, quand tu essayes quelque chose, veille bien à tout essayer avant d'avoir un avis sur la chose en question. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir dans la vie mais qui ne sont pas réellement prêts à tout. Quand tu es vraiment prêt à tout, tu es prêt à tout, tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Bref, je reviens maintenant au sujet, à Mario, qui est donc l'humilité et qui est donc sa situation. On va maintenant creuser sa situation, voir comment il en est arrivé là, essayer de comprendre ensemble ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait pas pu faire, etc., etc. Et surtout, on va voir tout le mécanisme qui se met en place autour, comment ça se met en place, quelles sont les conséquences et jusqu'où ça va. Je ne prétends pas qu'avec tout ça, je vais retirer ta peur de la faillite, de la fin, de la mort de ton entreprise, etc. Mais au moins, je pense que grâce à cette quadrilogie, je pense que tu vas bien comprendre les enjeux qu'il y a et surtout, tu seras en mesure de faire face à ce genre de situation. C'est ça qui est important pour moi. Mario veut demander au tribunal un redressement judiciaire. Si les juges l'acceptent, pendant 1 an, toutes ses dettes sont gelées. URSSAF, banque, fournisseurs. Les salaires en retard seront, eux, pris en charge par un organisme social. Bon, rapidement, parce que je pense que tu as compris le truc, le redressement, c'est un petit peu le Graal. Alors, je trouve que c'est très bien. Je t'en ai pas parlé dans la toute première émission. C'est en fait le redressement judiciaire, et donc comme ça vient d'être dit, une procédure collective du droit français dans laquelle sont placés un commerçant, une profession libérale ou une entreprise lorsqu'ils sont en cessation de paiement et tant qu'un redressement de l'activité est envisageable. Alors, c'est vraiment important, ce dernier terme est envisageable parce que, en fait, tu vas le voir d'ailleurs dans l'émission, des tierces personnes, donc des personnes du tribunal de commerce, ce que tu as vu dans le 2e épisode, vont estimer, donc il y a une lourde responsabilité quand même sur ces juges, si oui ou non, le redressement est envisageable. Mario, il veut un redressement parce qu'il veut sauver son entreprise, parce que c'est son activité, c'est son bébé, et comme je te le répéterai sans fin dans toutes ces émissions, personne ne veut voir mourir son entreprise. Et c'est normal. La mort, personne n'aime ça, il n'y a pas de problème. Donc, pas plus de transition, on reprend l'histoire de Mario, je voulais juste te préciser tout ça. Les salariés ne sont pas payés. Ouais, on attaque le 2e mois là. Septembre, ils n'ont pas été payés? Oui, et ils m'ont aidé jusqu'à maintenant. Sauf que cette semaine, stop, parce que ça fait beaucoup. Oui, ils sont gentils. Oui. Ah ouais, ils y croient encore, comme moi. 10 ouvriers de Mario attendent leur salaire depuis plus d'1 mois. Pour le chef d'entreprise,
il y a urgence à passer devant les juges du tribunal. Je vais essayer de voir avec le greffier si je peux quand même, parce que pour un redressement, c'est quand même urgent. Je vais essayer de voir si on peut convoquer... C'est surtout à cause des salariés. Bah oui. Oui, monsieur Bardin, j'ai une personne qui vient déposer le bilan. Oui. Est-ce que je peux convoquer quand même pour le 9 ? Oui ? D'accord. Ok, très bien. Merci. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Je vais vous convoquer devant le tribunal donc pour mercredi 9. D'accord. Mercredi prochain. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ancien militaire, Mario a créé son entreprise il y a à peine 1 an. Alors, très important, sois attentif. D'abord, on va commencer par le cadre. Je vais reposer le cadre de ce qui est en train de se jouer là. Comme tu l'entends, il y a 10 ouvriers qui, depuis septembre, ne sont pas payés. Ça fait quelques mois. Je dirais 2 à première vue, mais je peux te dire des bêtises. C'est pas la question. Il y a un gros impayé. Déjà, j'aimerais que tu prennes note d'un élément que je trouve très intéressant. Tu vois, on a tendance parfois à critiquer le milieu de l'entrepreneuriat ou du salariat. Là, tu constates avec moi qu'il peut y avoir entre ces 2 points une jonction. C'est-à-dire que là, quand des salariés viennent bosser pour leur employeur alors qu'ils ne sont pas payés, c'est qu'il s'est créé quelque chose d'autre. Et le rapport financier est là au milieu. Et la vérité, c'est que si tu ne maîtrises pas l'argent, si tu ne t'intéresses pas à l'argent, tu vas pourrir une situation qui est très saine au départ. Ce mec, il doit avoir un entourage et des gars qui sont en or. Mais du coup, même s'il a des gars en or autour de lui, la problématique, c'est que comme il ne maîtrise pas l'argent, et on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure dans l'émission, de sa problème de gestion financière, en tout cas, ce qu'il y a de concret et que je veux que tu gardes en tête, c'est qu'on a très souvent un discours en France de le méchant patron, les gentils salariés, ils sont exploités. Mais là, tu vois bien que ça n'est pas vrai. Que, encore une fois, on a une partie de la population qui fait beaucoup de bruit, alors que de façon tout à fait normale, il y a des personnes qui entretiennent un rapport normal. Il y a un salarié, il y a des patrons, tout le monde a envie que la société fonctionne. Là, on a 10 ouvriers qui y croient encore. Et comme dit Mario, j'y crois moi encore. Alors, je recadre la situation parce que c'était ce que je voulais faire au départ. Là, en fait, la situation, c'est quoi? C'est que Mario, il demande un redressement. Et donc, tu as entendu la dame qui prend rendez-vous avec le greffier et qui essaye d'obtenir un rendez-vous en urgence par rapport à la situation qui l'est tout autant pour statuer avec les juges. Statuer sur quoi? Eh bien, tu vas le voir dans un instant. On va le vivre tous les deux, tous les trois, enfin tous ensemble. On va le vivre, tu vas voir Mario qui va passer devant les juges parce que lui, il demande un redressement, mais tu verras que ce n'est pas lui qui décide si oui ou non il va y avoir un redressement. Bref, ça, tu vas le voir. Ce qui est encore très intéressant aussi dans le process que tu viens d'entendre, c'est qu'on est face à un militaire. Qui dit militaire dit discipline. Et donc, tu peux te dire que quelque part, ce mec, il est quand même carré d'une certaine façon et que malgré ce côté strict, ce côté disciplinaire, eh bien, il ne s'en sort pas. Ce qui signifie que, de la même façon qu'on lui a appris à être militaire à un moment donné dans sa vie, l'entrepreneuriat s'apprend. Et là, je vais souligner un élément qui est évident à mon sens, que tu dois connaître, mais que tu n'en mesures peut-être pas l'impact réel, c'est que aujourd'hui dans notre pays, en France, si tu te lances à ton compte, tu vas avoir 2 ou 3 ou 4 pauvres journées, soit à la chambre de commerce, soit à la chambre des métiers. On ne va rien t'apprendre de réellement concret pour t'expliquer comment gérer ta boîte, comment faire en sorte qu'elle évolue dans le bon sens. Tu vas avoir des notions qui vont être transmises, des notions dont je ne veux pas cracher dessus. Elles ont le mérite d'exister, mais ce ne sont pas, encore une fois, à mon sens, les notions principales que tu devrais voir dans ces journées-là. Alors, je vais être franc avec toi. Moi, je n'ai jamais été convoqué dans ces journées-là et j'y suis jamais allé, donc je ne sais pas ce qui s'y dit, donc je ne vais pas te parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne vais même pas aller chercher des témoignages sur Internet ou des textes sur le sujet. Je vais te dire pourquoi. Parce que là encore, c'est pareil, une information, lorsqu'elle est transmise, elle est très, personnelle. Enfin, l'interprétation de l'information est très personnelle. Donc, quoi que je trouve, ça ne me conviendra pas pour cette émission, tout simplement parce qu'il est possible que tu mettes 10 personnes dans une même salle, que tu interroges les 10 personnes sur leur ressenti de l'utilité de ce qu'ils auront appris et ils auront 10 avis différents. Donc, je t'emmène sur un point qui va te surprendre, mais j'aimerais que tu entendes ce que je vais te dire d'un point de vue neutre, si tu peux, parce que pour moi, c'est quand même intéressant. Il faut que tu comprennes que
aujourd'hui, les personnes qu'il y a sur Internet qui partagent leurs connaissances et qui vendent des formations sur des sujets entrepreneuriaux, eh bien, je trouve ça très bien. Parce que là, je pense qu'il y a un vrai manque, un vrai besoin à ce niveau-là et que ce besoin doit être comblé par quelqu'un. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de proposé par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers ne suffit pas. D'accord? Donc, tu le tournes comme tu veux, mais il va falloir que tu prennes sur toi pour accepter que d'autres personnes puissent intervenir dans ton business pour t'apprendre, pour te mettre sur la voie, pour t'orienter, pour te mettre sur les rails. Tu ne peux pas tout savoir dans la vie. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas 36 façons en fait de découvrir comment faire par exemple 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le mieux, c'est d'aller voir quelqu'un qui l'a fait. Donc que cette personne te vende sa connaissance, moi ça me paraît complètement OK. C'est mon opinion, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il y en a qui vont s'opposer en me disant « Oui, mais Nicolas, tu te rends compte, c'est en vendant des formations qu'ils ont fait 1 million d'euros. » Mais mec, vendre des formations, tu verras, c'est pas plus simple que de vendre autre chose en fait. Rien n'est simple dans la vie. Et au lieu d'avoir un jugement de valeur permanent sur les autres, éteins cette petite lumière qui s'allume, qui n'est même pas de toi. On est dans une société de consommation où on se compare en permanence alors qu'on n'a pas de raison de se comparer. Éteins cette lumière qu'il y a dans ta tête qui ne sert à rien. Remballe ta fierté, on va en parler dans un instant, de la fierté. Et va chercher l'info là où elle a de la valeur. Et tu vas te rendre compte que toute personne a quelque chose à t'apprendre. Un enfant, comme une personne plus âgée, comme quelqu'un de ton âge, comme une femme, comme un homme, tout le monde, sans exception, a quelque chose à t'apprendre. Pour revenir sur le cas de Mario, vraiment, ce qui est le plus dur pour moi dans ce qu'on est en train d'écouter là, c'est de voir cette personne qui a envie que ça continue et qui malheureusement, tu vas le découvrir comme toi d'ailleurs. Son sort n'est pas entre ses mains à ce stade et ça je veux que tu le mettes dans un coin de ta tête. Tu vas voir que dans ce processus qui est le processus judiciaire de mort d'une entreprise, il arrive un moment où cette entreprise, elle n'est plus dans tes mains. Et je veux préciser à ce stade que comme je te l'ai déjà dit dans l'émission et je te le redis, c'est pareil quand tu gagnes beaucoup d'argent avec une entreprise. En fait, il faut que tu comprennes une chose avec les sociétés, c'est que dans les deux extrêmes, elles produisent le même résultat. Une entreprise qui devient énormissime, elle t'échappe complètement. Elle devient quelque chose que tu ne comprends plus et à laquelle tu vas finir par être étranger. Et une entreprise qui meurt, elle t'échappe complètement. Elle va finir dans les mains de quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui tranchera et qui jugera. Et dans les deux cas, tu vas voir que tu te fais dépasser par le rêve. Et c'est difficile de venir demander de l'aide, hein? Oui, beaucoup. Pourquoi? La fierté, ça c'est le plus dur. Ouais. Mais on essaye de faire comme on peut. Les salariés ont fait le maximum qu'ils ont pu. Là, ils ne peuvent plus rien faire non plus parce qu'ils ont aussi... ils ne peuvent plus acheter pour les enfants ni rien. Et ça, c'est le plus dur. J'ai des clients qui sont adorables et qui sont en train de souffrir avec leurs chantiers qui sont en cours et qui ne sont pas finis à cause de tout ça. Il le dit directement et il n'a pas honte. La fierté, c'est la fierté qui lui empêche de demander de l'aide. J'ai une question à te poser et ce passage va être très rapide. Est-ce que toi aussi, par fierté, tu n'oses pas demander de l'aide? Est-ce que toi aussi, par fierté ou orgueil, parce que c'est parfois la même chose, tu ne veux pas prendre ce livre ou cette formation? Pose-toi cette question. Je vais te dire quelque chose qui, j'espère, va t'aider. Pars du principe que dès l'instant qu'une personne a fait quelque chose que tu n'as pas fait, elle a quelque chose à t'apporter. Et c'est très drôle comme sujet de conversation parce que là, on dérive totalement. Je ne te parle absolument plus des faillites dans ce passage et j'espère que tu l'as compris. Mais ce que je veux que tu entendes, c'est qu'on est tous pareils. Et je veux que tu saches que pour moi aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que j'aurais tendance à croire que comme j'ai suffisamment confiance en moi, j'ai réalisé certaines choses dans ma vie, eh bien, je n'aurai pas besoin de cette espèce de pignouf qui est en train de parler devant une caméra sur YouTube ou dans un micro sur mon téléphone. Bref, on a tous cette réaction épidermique face à quelqu'un. À quoi je pense? Et je vais te le dire tout de suite. Je repense à moi, à mes débuts sur Internet et encore aujourd'hui à cette distorsion de la réalité qui m'arrive très régulièrement quand je suis face à des enjeux, on va dire, Internet. Je vais te mettre des mots sur ce que je suis en train d'essayer de sous-entendre, comme ça sera plus clair. Aujourd'hui encore, ça fait maintenant depuis 2015 que je suis sur Internet, eh bien, je suis confronté à des situations avec Internet qui me dépassent, plein de fois.
Et je vais te dire quelque chose, je vais être très franc avec toi, j'adore ça. J'adore ça. Parce que j'avance, je m'oriente, je rencontre des gens, je cherche des solutions. Internet, depuis que j'ai commencé, m'a énormément challengé. Internet a vraiment changé quelque chose en moi pour toujours et va continuer de le faire parce que je n'arrête pas d'être confronté à ce plafond de verre, quand ce n'est pas carrément un mur, qui m'empêche d'avancer avec le web. C'est-à-dire qu'Internet me pose très régulièrement des problèmes auxquels je dois faire face et que je dois résoudre, qui me font me dépasser et qui me permettent, eh bien finalement, j'ai envie de te dire, d'avancer vers des solutions, vers même des horizons que je n'aurais jamais envisagés. Et je t'avoue que si je suis là encore, si je continue, c'est parce que d'abord, il y a un intérêt clair et net, et je vais être franc avec toi, qui est l'intérêt médiatique, on ne va pas se mentir. Moi aujourd'hui, encore plus avec l'agence, j'ai intérêt à me faire connaître, mais on va écarter cet aspect d'intérêt que tu pourrais toi aussi avoir pour ton business. On va vraiment se recentrer sur ce côté mise en difficulté parce que très sincèrement, il y a plusieurs façons de réagir aux difficultés qu'on rencontre. Moi personnellement, j'adore chercher des solutions, trouver des solutions, évoluer, avancer. Et aujourd'hui, Internet, de par justement ces difficultés qui m'arrivent face au web et la résolution que je dois en trouver, eh bien, j'en tire un énorme bénéfice personnel. Et je vais te raconter rapidement cette histoire parce que je veux que tu la connaisses. J'en parle souvent avec des mecs du web. Je n'ai pas l'occasion de parler du web avec toi parce que moi, mon sujet, c'est l'immobilier. Mais je veux quand même que tu le saches. Je veux que tu saches que j'ai vendu énormément de logements, de biens immobiliers à des centaines de milliers d'euros. Et je veux que tu saches que la première fois que j'ai proposé mes services en ligne, il faut que tu saches que ma formation sur la SCI, à mes tout débuts, je la vendais, je crois, 79 €, un truc comme ça. J'étais hyper mal à l'aise. J'étais hyper mal à l'aise parce que je ne concevais pas dans mon esprit que sur Internet, des gens auraient été prêts à acheter mes services. Et c'était hyper intéressant de voir que j'étais très à l'aise pour te vendre. Et je le suis toujours, je suis très à l'aise avec l'immobilier. Tu vois, encore tout à l'heure, j'ai un client qui m'a appelé pour me soumettre un problème que j'ai résolu très facilement. Il m'a même dit d'ailleurs, je te remercie, j'aurais jamais pensé à ça. Et je pense que je suis très bon dans mon domaine d'activité. Mais Internet, très régulièrement, me pose des problèmes par rapport à de la tarification, par rapport à du rapport à l'autre, auquel je ne suis pas confronté dans mon métier en fait. Et je trouve ça génial. Je trouve génial d'avoir dans ma vie aujourd'hui un domaine d'activité qui me plaît. J'ose même pas dire qui me passionne, mais on n'en est pas loin. Et qui en plus me challenge et m'oblige à sortir de ma zone de confort. Et une entreprise, c'est ça. Une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui va t'obliger à sortir de ta zone et à aller chercher au fond de toi des ressources que tu n'imagines pas. Et cette émission, elle a la vocation, entre autres, de te faire découvrir le marché de la faillite. Mais je veux que tu saches aussi que l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est une forme de remise en question permanente, de questionnement permanent sur soi et sur ce qu'on est réellement capable ou pas de faire et jusqu'où on va tenir nos positions et alors les changer pour obtenir le résultat qu'on cherche. Très sincèrement, si tu rencontres des difficultés, et je ne parle pas forcément d'immobilier, va voir des gens. Je te dis que je ne parle pas forcément d'immobilier parce que je ne veux pas que tu crois que je parle de moi. Ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu as un problème, n'aie pas de frein à aller chercher de l'information, à aller même payer quelqu'un pour te sortir d'une situation catastrophique. Parce que sincèrement, c'est dans parfois ce genre de démarches qui sont pour certains incompréhensibles que réside la solution. Et je pense que cette personne, elle n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais elle aurait eu les moyens de payer quelqu'un pour lui éviter la catastrophe, elle l'aurait fait. Mario aurait, j'en suis certain, s'il avait eu la certitude, s'il avait cru en quelqu'un pour l'aider, ou en tout cas pour lui permettre de ne pas se planter, il l'aurait fait. Parce que quand on croit en ses rêves, on est prêt à tout. Donc maintenant, avant d'avoir un jugement, avant de te fier à ton orgueil ou à ta fierté, demande-toi si réellement ton rêve ou ce que tu convoites n'est pas plus important que ce que tu crois ou que ce que tu penses. Si la réponse est oui, ne te laisse pas abattre, redresse la tête et fais ce qu'il faut. Si la réponse est non, passe à autre chose. À 70 km de Nantes, dans la petite ville de Châteaubriand, nous retrouvons Mario avec l'un de ses salariés, Norbert. Depuis un mois, Norbert vit sur ses économies. Et il n'a pas le moral.
Au début de l'entreprise, j'étais là, même pour moi, ça me fait chier. On a investi beaucoup et on a commencé petit, avec nos propres matériels. On se ressent dans le débat et j'interviens. Tu as entendu là ce qu'il vient de se dire, c'est très important. C'est la raison pour laquelle je pense que nous allons avoir une énorme vague de faillite dans les mois, années qui arrivent. Parce que comme ils viennent de le dire, là, Norbert, qui est le salarié, vit depuis quelques mois sur ses économies, mais tout a une fin. Et là, au moment où on parle, il y a des entreprises qui vivent sur leurs économies et tout a une fin pour elles aussi. En gros, ce que tu dois comprendre, et on va reprendre tout de suite l'émission, parce que là maintenant on est vraiment dans le cœur, et c'est hyper important tout ce qu'on va voir ensemble maintenant, on est vraiment dans le cœur des mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont contribuer à nous faire connaître un cataclysme énorme. Et il faut que tu comprennes bien tous les enjeux qui vont se jouer et les positions que tu vas pouvoir prendre. Alors, on va commencer par les enjeux. Ici, tu as des personnes qui arrivent à la limite, qui dépassent les limites en fait finalement de leur capacité à pouvoir tenir une position. Parce que comme ils viennent de le dire, il y avait des économies, il y avait de quoi tenir un temps, mais un temps limité. Ce temps a été allègrement dépassé. Et il faut comprendre que ça ne s'est pas fait de façon rapide. Ce que je te précise là, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on parle, beaucoup d'entreprises sont sous perfusion d'aides d'État, mais ces aides vont s'arrêter. Et la situation initiale va reprendre le dessus. Ce que je veux dire là encore, c'est que tous ceux qui ont réussi à avoir des aides et qui étaient en difficulté, qu'est-ce qui va se passer quand les aides vont se finir ? Eh bien, ils vont re-être en difficulté à nouveau. Et ça va durer pas très longtemps. Et tous ceux qui avaient des grosses facilités, eux, vont capter la valeur de ceux qui vont s'effondrer en parallèle. C'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté des gens qui vont arriver à la limite de leur capacité de supporter la situation une fois que tout sera redevenu normal. Situation qui va être laquelle ? Il va y avoir un pic de consommation et une rechute de consommation avec ensuite une remise en place d'une économie entre guillemets normale par rapport à la situation. L'économie normale par rapport à la situation, il y a de grandes chances qu'elle ne permette pas à certaines sociétés de s'en sortir. Là encore, je veux que tu comprennes qu'il va y avoir une baisse des chiffres d'affaires significative pour beaucoup d'acteurs du marché. Ce qui veut dire que, et là tu vas le comprendre maintenant parce que tu vas comprendre ce qu'a fait Mario pour arriver dans la situation dans laquelle il est, chaque société a un volume de charges. Ce volume de charges implique un volume de chiffre d'affaires pour que les charges soient acceptables pour la société. Et si jamais ce volume de chiffre d'affaires n'arrive pas à se rehisser au niveau du volume de charge pour y faire face, la société périclite. Écoute maintenant ce qu'a fait Mario. L'an dernier, tout avait pourtant bien commencé. Mario signe de gros chantiers et emprunte auprès de sa banque. Remorque, camion benne, pelle, bétonnière, 63 000 € de matos. Dans son élan, il embauche 10 salariés en CDI. Mais très vite, les charges et les emprunts le plombent. Ces machines-là, elles sont aux arrêts depuis longtemps ? Depuis bientôt une semaine et demie. Semaine et demie, à peu près. Et les salariés, ils sont où ? Ils sont chez eux, là. Oh, il y en a qui doivent bricoler. Oui, Ouais. oui, j'en connais certains qui peuvent Bricoler. faire des bricoles. Mais... 63 000, on les À découvert à la banque, Mario n'a même plus de quoi acheter du carburant pour ses machines. Mais bon, c'est comme ça. On a eu du gazole au moins pour tourner et de temps en temps donner quelque chose aux gars pour aussi. Parce qu'il y a tellement qu'ils ont aidé et tout. L'entreprise a-t-elle une chance de redémarrer ? Au tribunal de commerce de décider dans quelques jours. Tu le vois le problème là ? Tu comprends comment une mécanique de fin d'entreprise se met en place ? Alors ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur grossière de dire que c'est à cause de l'investissement matériel ou que c'est à cause des salariés. Il n'y a pas de cause. Et ce n'est pas non plus parce qu'il y a eu un choix. Il faut que tu comprennes une chose très importante. 95% du temps, dans une phase de croissance, si tu agis de façon cohérente, ça passe en fait. Je vais t'expliquer ce que je veux dire et tu vas comprendre. Quand je dis ça passe, c'est-à-dire que tu as une phase de croissance, tu embauches un mec, sur le papier, ton comptable ou les gens autour de toi, tu embauches un mec. Hein, j'ai bien dit, tu embauches un mec, et d'ailleurs ce n'est pas péjoratif, tu embauches une personne, une femme ou un homme, peu importe. Tu embauches une personne
Et sur une phase de croissance, ton comptable ou des gens autour de toi vont te dire « Non, c'est pas possible, t'embauches trop tôt, c'est pas bon, etc. » C'est audible, c'est-à-dire que cette situation peut arriver. Mais de la même façon, ce que ne mesurent pas les personnes, c'est que dans cette même phase de croissance, en fait, cette personne que tu auras embauchée finalement, tu vas réussir à l'amortir et à lui faire dégager des revenus en plus de par le travail qu'elle va produire et amener à la société. D'ailleurs, tu noteras que son salarié a dit « Je suis là depuis le début, j'ai vu l'entreprise grandir de tout petit jusqu'à ce qu'on est là aujourd'hui » et on sent que la personne était touchée. Et en réalité, il ne faut pas se mélanger en fait. Là, je ne peux pas prétendre connaître l'erreur qui a amené l'entreprise à faire faillite. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas les éléments. Là, on te présente ça comme ça en disant il a acheté pour 60 000 € de matériel, il a embauché 10 salariés et on sous-entend bien évidemment que trop de charges ont plombé l'entreprise. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parfois, déjà, on va dire une chose qui peut être réelle pour beaucoup d'entre nous, c'est que tu as des gens qui vont faire les mêmes choix et qui vont jouer de chance et qui vont réussir à transformer l'essai. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Nicolas, je n'aime pas quand tu emploies le terme chance parce qu'il y a du travail derrière. » Bien, la vérité, c'est que oui et non en fait. Oui, parce que bien évidemment que le travail et le choix provoquent la situation et fait que oui ou non, les personnes vont réussir ou pas en fonction de ce qu'on leur donne dans les mains. Mais la chance, elle intervient à quel moment? Elle intervient aussi dans la concordance des faits qui se produisent à la suite d'un choix. Je m'explique. Il a rentré des chantiers, mais peut-être qu'il n'a pas rentré assez de chantiers. Question subsidiaire, mais qui a néanmoins un énorme impact sur la discussion qu'on est en train d'avoir. Que faisait Mario alors qu'il a embauché toutes ces personnes et qu'il a investi dans tout ce matériel? Si Mario était sur le tractopelle en train de creuser les trous, ben le problème vient de là. Si Mario était à la compta en train d'envoyer les devis, eh bien le problème est là. Je ne peux pas et tu ne peux pas présager de la raison pour laquelle Mario a échoué juste avec ces éléments. Et en vérité, la plupart du temps, et je te le dis comme je le pense, on se trompe, toi, moi, tous autant que nous sommes, sur les rôles que nous avons à jouer dans nos entreprises respectives. C'est très difficile, et je ne veux pas que ménager mes mots, c'est très difficile d'évaluer le vrai rôle d'un chef d'entreprise aux différents moments de la vie de la dite entreprise. Et c'est pour ça que je me garderai bien de me la ramener en prétendant te dire « Ah, c'est pour ci ou c'est pour ça ». Non, je ne le sais pas. Par contre, maintenant, je vais te dire ce que je sais et je vais te dire ce que toi, tu vas devoir regarder pour pouvoir acheter ce type d'entreprise. Alors, c'est très simple. On va aller directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas te sortir de sombres exemples. La première chose que tu vas devoir regarder, enfin, à laquelle tu vas devoir être attentif, c'est ta capacité d'analyse. Je m'explique. Moi, à chaque fois que j'ai acheté, d'ailleurs, soit des murs commerciaux, soit j'ai eu l'occasion d'acheter des sociétés, il va falloir que dans la démarche que tu vas entamer, tu aies la capacité d'analyser la raison probable à tes yeux de la cause de la faillite. Je m'explique encore, enfin je précise parce que là j'ai déjà un petit peu expliqué, mais si je devais m'asseoir en face de toi et que je te dis « Ok, explique-moi pourquoi cette société a fait faillite », il faut que réellement tu puisses me donner des arguments tangibles. C'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas quelque chose sans comprendre. Et c'est vraiment important le mot « comprendre ». Parce que tu peux savoir que cette société fait faillite. Moi, je peux te dire « Tiens, ben, je sais que… il y a telle entreprise qui va faire faillite. » Tu peux avoir une notion. Tu peux me dire, ok, il semblerait, comme là par exemple avec Mario, il semblerait qu'il ait embauché trop de salariés. Il semblerait qu'il ait acheté trop de matériel. Mais en vérité, je te le dis, tel que c'est dit là par exemple, on ne sait pas. Les éléments qui nous sont fournis ne nous permettent pas d'avoir une analyse constructive. On n'en a pas la certitude. Tu dois avoir une vraie certitude, un vrai avis, une vraie expertise sur les raisons qui ont conduit à une situation difficile. Je vais te donner un exemple que j'ai bien en tête. Un jour, je devais acheter une société. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir les occasions d'acheter des sociétés. Aujourd'hui encore, je suis sur des achats de sociétés. Quand j'achète des sociétés, pour être franc avec toi, je veux quand même le préciser, ne crois pas que j'ai acheté des centaines de sociétés. Ce n'est pas vrai. J'ai une petite expérience dans ce domaine et mon expérience, elle est conditionnée par un grand nombre d'échecs parce que je n'ai jamais, pour l'instant, réussi à amener
à terme les achats sur lesquels je me suis engagé. Et ça fait plusieurs années que j'essaye d'acheter des sociétés sans succès. Il semblerait, au moment où je te parle, que là, je vais avoir du succès dans ce domaine, dans les conditions que je veux. Et quand j'achète des sociétés, l'une des sociétés qui m'a le plus marqué, que je n'ai pas acheté après l'avoir visité, j'avais analysé, identifié comment je vais dire, une arnaque, c'est pas le mot parce que j'aime pas ce terme, mais il me vient souvent dans la bouche, une astuce qu'avait utilisé un fournisseur pour tirer parti de son fabricant. Donc moi, je devais acheter la société qui fabriquait. Cette société qui fabriquait, elle avait un contrat qui était un contrat de production. Et ce contrat de production avait une clause de stockage, d'accord, de la matière première. Et ce stockage, en fait, à mes yeux, quand je suis sorti de là, je me rappelle très bien, j'ai dit à ma mère, maman, tu vois, ce que doit stocker cette société, c'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas cette société. J'ai eu une analyse très fine, et ma mère m'a dit d'ailleurs qu'elle ne l'aurait pas vu sans moi, qu'effectivement, le contrat qui attirait autant d'acheteurs sur cette entreprise était pour moi la raison pour laquelle je n'achèterais pas l'entreprise. Et la société s'est vendue. Il y a des gens qui ont acheté cette société et qui se sont dit « Ah super, il y a ce contrat, je vais en profiter et en tirer parti. » Mais ils n'avaient pas vu, ou ils n'avaient pas réfléchi comme moi. La clause qu'il y avait dans ce contrat ne me convenait pas. Bref, ce que j'essaye de te montrer, c'est que je veux que tu aies une expertise, une vraie analyse. Tu ne peux pas acheter sans ces raisons-là. Et donc, pour moi, c'est une première vraiment capacité que tu vas devoir développer dans le marché qui va s'offrir à nous, parce que ça va s'offrir à nous. Deuxième élément, mais encore plus important, je veux que tu comprennes qu'on n'est pas obligé d'acheter une société. Je te parle que j'essaye d'acheter des sociétés depuis des années, c'est vrai, j'en ai quasiment jamais acheté, j'en ai vendu, mais j'en ai quasiment jamais acheté. J'ai vendu l'imprimerie de ma mère en l'occurrence, qui était soi-disant invendable, donc par exemple. Mais là aujourd'hui, je suis en train d'essayer d'acheter des sociétés et je veux que tu comprennes que tu n'es pas obligé d'acheter. Et ça, c'est vraiment essentiel sur le marché qui arrive. Et là, je te parle vraiment de quelque chose que je suis en train de vivre. Tu n'es pas obligé d'acheter la société telle qu'elle t'est présentée. Et ça, il y a trop de gens qui l'ignorent. Tu peux très bien t'intéresser à une entreprise, dire que dans cette société, il y a, par exemple, on va prendre le cas de Mario. On pourrait se dire que chez Mario, ce qui t'intéresse, c'est juste le hangar dans lequel il entrepose son matériel et aller te rapprocher de Mario en disant voilà Mario, je suis intéressé par ta société qui est en faillite, tu vas devoir soit fermer, soit la vendre, soit faire quelque chose. Moi, je peux éventuellement te trouver un acquéreur pour ton activité, ton fonds de commerce. Et par contre, moi, je suis intéressé par le hangar. J'aimerais qu'on voit s'il y a possibilité de finalement détacher les deux. Mais on peut aller plus loin. Là, je te donne un exemple basique parce que moi, je suis dans l'immobilier et que tu m'écoutes pour des raisons immobilières. Mais tu pourrais, par exemple, dire à Mario, écoute Mario, moi, ton personnel, il m'intéresse. Donc, comment je fais pour reprendre ton personnel? Tu vois, là, au moment où je te parle, je ne vais pas rentrer dans mes détails perso, mais il se trouve que on s'est débrouillé. Alors, c'est le hasard. Je ne vais pas faire genre que je suis un cador. C'est le hasard. Mais j'ai réussi à trouver un acquéreur pour une société qui a une toute petite partie de cette société qui m'intéresse. Et avec l'acquéreur, on s'est entendu en amont. Donc, lui, il va acheter la totalité et il me revend la partie qui m'intéresse. Donc, tu peux complètement te rapprocher de ce type de situation, même des situations difficiles. Encore un autre exemple que je vais te donner. Dans ma région, il y a une société qui vient de se vendre. Et la société faisait de mémoire dans les 700 000, entre 500 et 700 000, et entre 5 et 7. Donc, selon les années, elle pouvait faire entre 550 et 650 000 euros de chiffre d'affaires. C'était variable. Cette société s'est mise en liquidation judiciaire. Elle a été rachetée par quelqu'un à 300 000 euros et la personne a remanié l'entreprise. Et je te parle de quelque chose qui a eu lieu cette année, au moment où je te parle. Et de ce que je sais, la personne a amené des modifications dans la société en question. Donc, réellement, je veux que tu comprennes que, donc bien évidemment, tu dois développer une vraie compétence dans un domaine d'activité. 2, alors moi, mon domaine, c'est l'immobilier. Donc, tu comprends que j'aborde les sociétés sous l'angle immobilier. 2, tu dois avoir l'expertise. 2, tu n'es pas obligé de tout acheter. 3, je veux que tu saches que le financement des sociétés, et ça, c'est plus une information que je te délivre qu'autre chose, le financement des sociétés est très différent des financements immobiliers. Et donc, il faut réellement que tu apprennes à t'intéresser à ce marché-là parce que là encore, la société de Mario, et je veux te le préciser, on va recentrer encore sur le débat, la société de Mario va mal parce qu'elle est en perte, mais il faudrait voir les comptes pour comprendre ce qui l'a amené à cette perte-là. Parce que si dans le monde des particuliers, les particuliers, les banquiers et les particuliers s'entichent à respecter la fameuse règle des 33%, sache que dans le monde des entreprises, ça n'est
pas le cas. Et tu as des sociétés qui s'endettent à 50% et plus. Alors déjà, 50% c'est déjà pas mal. Ça ne fonctionne pas de façon classique, mais j'attire ton attention sur le fait que c'est un marché ultra intéressant et c'est un marché qui va s'offrir à toi. Je vais arrêter d'insister. Je pense que tu as compris les 3 règles que je viens de te donner. On écoute Mario maintenant ce qu'il a à nous dire sur sa situation parce que là aussi ça va être intéressant. Au tribunal de Nantes, l'audience des liquidations et des redressements judiciaires se tient chaque mercredi à l'aube. C'est parti. Voici les 3 juges qui vont siéger ce matin. Une ancienne banquière et 2 patrons de PME. Ils traitent en moyenne une quinzaine d'affaires chaque semaine. Ça fait partie aussi des événements de la vie d'un chef d'entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très bas, et puis ça les oblige à venir ici. Ils n'y viennent pas en courant, et là, ils n'y viennent pas en courant, c'est évident. L'an dernier, près de 800 chefs d'entreprise de la région de Nantes sont venus raconter leur histoire autour de cette table. On parle affaires, argent. Les patrons sont parfois désespérés. Petite parenthèse très rapide, tu as entendu ce qui vient d'être dit. C'est très important que tu sois à l'aise avec l'argent. C'est très important que tu puisses parler argent. J'espère que toutes ces émissions que je fais, elles t'aident à comprendre qu'il n'y a pas de problème à parler d'argent, de finances, de marge, de bénéfices, de pertes. On est très mal à l'aise face à nos pertes en fait. Et il faut être capable d'en parler. Et ces émissions doivent aussi te décomplexer. Je vais relaisser maintenant. J'ai coupé un passage là qui aurait dû arriver là tout de suite. Et j'en ai mis un second où on va entendre vraiment une erreur commune à tous les entrepreneurs. Donc sois attentif, j'espère que c'est audible. C'est pas que ça marchait pas, ça marchait. Mais le problème c'est que quand mon associé prend 2000 € de salaire, ça peut pas le faire. Il y a une confusion entre le chiffre d'affaires et le tiroir caisse, a priori. C'est-à-dire qu'on prend dans la caisse sans trop se préoccuper de savoir si on a les moyens. Si la personne arrive et s'effondre devant nous, on en tient compte, on l'écoute et on essaye de remonter le moral. On doit rester quand même très impartial, hein, on ne doit pas montrer. C'est pas toujours évident, on a eu des cas quand même assez durs, assez difficiles. Je t'ai enlevé tous les plaidoyers, hein, bien évidemment, il y en avait un petit paquet, on va dire. Il y avait entre autres une saisie conservatoire d'une franchise auprès de son franchisé parce qu'il n'était pas à jour de ses paiements. Il y avait une série intéressante, mais je ne l'ai pas laissé parce que, en gros, on a passé tous les problèmes. L'un des problèmes les plus courants, c'est celui que j'ai laissé, le premier que tu as entendu, où la dame dit vous avez pris un peu le chiffre d'affaires pour le bénéfice et le tiroir caisse pour votre argent à vous, quoi. Et ça, c'est une erreur très très courante que tu peux très rapidement analyser, très facilement analyser. C'est l'erreur à mes yeux la plus commune, la plus facile à trouver, la plus facile à détecter, la plus facile à régler et qui crée les plus belles opportunités. Parce que si tu rachètes une boîte qui tourne, mais que le dirigeant a juste pris le tiroir caisse pour son compte personnel, bon, j'ai envie de te dire, voilà, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour redresser la barre. Donc, comme l'ont dit les juges, ils sont humains, ils prennent en considération les situations respectives des gens qui viennent les trouver. Et comme je te le redis, j'insiste, mais je t'invite bien évidemment à développer ton intelligence financière parce que non seulement dans les mois et années qui arrivent, tu vas en avoir grandement besoin, mais surtout, si tu la développes, tu vas avoir des opportunités uniques qui vont se présenter à toi et qui sont, je pense, liées à la situation que nous allons vivre. Je ne peux pas faire plus que faire cette émission pour te mettre sur les rails. Si tu ne saisis pas l'opportunité, après j'ai envie de te dire, c'est ton problème. Revenons maintenant au cas de Mario. Dans la salle des pas perdus, Mario, l'entrepreneur en BTP, attend son tour. À ses côtés, son fils et Norbert, son fidèle salarié. Le sort de Mario se joue maintenant. Les juges peuvent l'obliger à fermer son entreprise. Mais l'entrepreneur est confiant. Vous demandez un redressement judiciaire, c'est-à-dire que vous avez des perspectives de repartir. Oui. Et comment vous allez faire? On a des chantiers à terminer, on en a, je crois, 5 ou 6 à terminer. Et on est à peu près dans les presque 130 000 € à toucher. Et en nouveau chantier, qu'est-ce que vous avez? En nouveau chantier, on a un château à côté du château de Lutfinesse à faire en février. On a la Roche-Servière, on a... Ça représente quel montant, ça? En tout, on est presque 1,7 million. Malheureusement, l'entrepreneur n'a plus un centime pour terminer ses chantiers. Vous n'avez pas de client qui vous doit de l'argent?
Non, pas tout de suite. Sur les 5 chantiers que vous avez en cours là, est-ce qu'il y a un chantier qui peut être fait rapidement pour être encaissé et qu'est-ce que vous avez comme délai Celui de Nantes. Celui de Nantes qui peut être fait Peut être fait rapidement. Vous dites rapidement, c'est combien de jours? Je pense qu'une 3 semaines. Bon, avec 1 jour, 3 semaines, il peut être fini. Est-ce que vous pouvez mettre des équipes supérieures sur ce chantier-là pour réduire le délai? Et il faudrait que le chantier soit fait en 8-15 jours, quoi, maximum. Voilà, le souci qu'il y a, c'est que oui, c'est faisable, mais il faut les gasoils pour le placement des véhicules. Et là, aujourd'hui, on a plus de gasoil? C'est ça le souci, c'est qu'on aura du gasoil pour mettre dans les véhicules, on irait bosser. Donc les chantiers sont stoppés, là, aujourd'hui? À l'heure actuelle, oui. Non, mais moi, ça m'inquiète, votre affaire, là, parce que... Vous venez nous voir un peu tard, je dirais. Hein Monsieur le représentant des salariés, quel est votre sentiment sur cette opération-là? Bah, moi, je soutiens mon patron et je lâcherai pas comme ça. Et tous les gars le lâcheront pas comme ça. Parce que c'est un super patron. Mais vous pouvez pas travailler, là. C'est ça qui... Je pourrais prendre mon vélo pour aller bosser, j'irai bosser. Je vous le dis sincèrement. Monsieur le procureur. C'est vrai que c'est dommage, maintenant, c'est vrai qu'on est un peu dans une impasse, quoi. Merci, monsieur le procureur. Donc, l'affaire est mise en délibéré à 14h. En venant au greffe ou en appelant, vous aurez le résultat du délibéré. 14h, j'appelle. Au greffe, oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Le problème, c'est ça. Ils sont en Il n'y a vélo. pas de gasoil à mettre dans son camion. Ils sont en vélo. C'est écologique, le vélo, mais... c'est pas pratique pour aller bosser. L'audience ne s'est pas passée comme prévu. Le patron est inquiet. Les 3 hommes vont patienter, le temps pour les juges de délibérer. Très long passage, mais je te laisse un peu de suspense pour savoir quelle va être la délibération sur le sort de l'entreprise de Mario. Et moi, mon rôle ici va être très froidement d'analyser ce que tu viens d'entendre. Je t'invite à peut-être réécouter si tu as envie ce passage, tant c'est important que tu prennes bien la mesure de tout ce que je vais te dire et que tu rentres vraiment bien dans la situation actuelle. Parce que autant, et je le reconnais, on est face à la vraie vie, et si d'ailleurs tu as des problèmes, c'est comme ça que ça finira pour toi avec ta boîte, autant, je vais être tout à fait transparent avec toi, il y a des erreurs qui sont commises et qui sont à mon sens assez, je dirais, visibles. Et malheureusement, pour ce que je vais faire, j'ai beaucoup d'affection pour Mario. Je m'excuse d'ailleurs s'il m'écoute. Mais je ne peux pas cautionner cette façon de faire, en fait. Dans le sens où c'est là que, au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, on commence à pressentir, à mon sens, les raisons qui ont conduit cette entreprise dans l'impasse dans laquelle elle se trouve. Bon, premièrement, et je vais commencer par le départ, comme l'a très justement dit l'un des juges, Mario enclenche la procédure largement trop tard. Et là aussi, je vais m'adresser à toi si tu es entrepreneur, comme beaucoup d'entre nous, tu crois sûrement en toi, tu as sûrement très confiance en toi, tu penses peut-être que tu es le meilleur, c'est très bien tout ça, bravo à toi, mais laisse-moi te dire ce que je m'apprête à te dire, c'est-à-dire que là encore, c'est ta fierté et ton orgueil qui parlent, arrête d'attendre, arrête de croire que tu n'as besoin de personne, très souvent, nous avons besoin de quelqu'un et nous ne sommes pas prêts nous-mêmes à accepter cette aide extérieure qui pourrait changer complètement la situation. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a bien longtemps qu'il aurait dû commencer à se soucier de tout ça. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être être dur à entendre, mais si tu n'as jamais eu, par exemple, 10 salariés, eh bien, ne t'embête pas en fait. Ne cherche pas à faire genre que tu vas y arriver. Va voir directement quelqu'un qui a déjà eu 10 salariés. Je vais être très franc avec toi. Moi, j'ai la chance, et en même temps, j'espère être comme ça, de travailler avec ma mère qui a eu jusqu'à une 50aine de salariés. Mais je vais être très franc avec toi. Si demain, j'arrive à avoir 50 personnes qui travaillent avec moi, je prendrai quelqu'un qui a déjà eu 100 salariés. Parce que je ne sais absolument pas, mais même aujourd'hui, je te le dis en toute transparence, si demain, on est 50 à faire tourner mon entreprise, j'irai voir quelqu'un qui va m'aider parce que je ne sais absolument pas si ce que je fais est déjà bien. Ne serait-ce que ça, en fait. Tu peux... Et on va tout à fait être transparent l'un envers l'autre. Tu peux amener une boîte à un très haut niveau pour diverses raisons, mais à un moment donné ou à un autre, il faut aussi accepter de te dire que tu auras peut-être besoin d'aide pour passer à l'étape supérieure. Il y a toujours déjà une étape supérieure et on a toujours besoin d'aide. Je pense que là déjà, on est face à quelqu'un qui n'a pas voulu prendre, ou en tout cas qui n'a peut-être pas su se dire qu'il fallait peut-être avoir recours à quelqu'un. Je vais faire un parallèle avec l'immobilier, mais... je vais prendre un chiffre très bas volontairement, mais déjà, si tu n'as jamais eu 10 logements,
rapproche-toi de quelqu'un qui en a eu 10. Si tu n'as jamais eu 20 logements, qui commence à être, ça commence à être pas mal. Si tu n'as jamais eu 20 logements, rapproche-toi de quelqu'un qui en a eu 20. Voilà. Et si tu n'en as jamais eu 50, rapproche-toi de quelqu'un qui a eu 50. Tu auras forcément des choses à apprendre dans toutes les situations que la vie va pouvoir t'offrir. Donc, ne te ferme pas la porte et arrête de pécher par orgueil, de pécher par fierté. Passe la seconde. Donc là, pour moi, déjà, quand le juge le souligne, il a raison. Il dit, vous venez nous voir trop tard. C'est comme si tu es malade, très malade, que tu ne te soignes pas et que tu attends le dernier moment pour aller voir le docteur. Si la maladie, elle est devenue chronique et grave, peut-être que chronique, ce n'est pas le bon terme parce que je ne suis pas médecin, mais si ça s'est aggravé au point qu'il n'y a plus de possibilité de se guérir, il y a de grandes chances que tu dois vivre avec la problématique que tu t'es toi-même générée, qui n'était pas là au départ. Donc, accepte cette situation-là, arrête d'être orgueilleux et passe à autre chose. Deuxième élément, et c'est là pour moi une énorme erreur que je vais pointer tout de suite et qui a été faite dans cette défense qu'a proposé Mario, c'est qu'il dit que d'un côté, il n'a plus d'argent pour mettre d'essence dans les véhicules, qu'il n'a plus d'argent pour payer ses gars. Et d'un autre côté, il dit il y a 1 700 000 € à facturer en extérieur. Le chiffre est beaucoup trop décorrélé de la réalité actuelle d'une société qui n'est même plus capable de payer l'essence à ses véhicules. Je ne parle même pas des salariés ou quoi. C'est-à-dire que là, Mario ne peut plus mettre d'essence dans les véhicules qu'il possède dans son entreprise. Donc, si tu veux, cette espèce de d'écart énorme, de décorrélation totale entre la réalité et le chiffre annoncé fait que malheureusement, pour moi, au vu de ce qu'on vient d'entendre, ça ne sent pas bon pour Mario. Maintenant, je vais ensuite appuyer sur un troisième et dernier point qui est encore pire que celui que je viens de souligner. Là, on est vraiment sur juste une incohérence qui me saute au visage et que peut-être tu avais remarqué et qui est pour moi un élément clairement à la défaveur de Mario. Mais il y a pire que cette situation-là. Et le pire, c'est que, toujours à mon sens, Mario vient là sans aucune préparation. Il n'a aucune préparation. Parce que quand la dame, l'autre juge, dit quels sont les prochains chantiers ou quels sont les chantiers que vous pourrez encaisser le plus rapidement possible, Mario regarde son salarié et s'entend à l'oral devant les juges et avec le salarié sur le chantier de Nantes, a l'air de dire oui, celui-là, ça peut aller vite, il y en a pour tant de temps. Et là, c'est encore la juge qui dit mais il faudrait que ça ne dure pas plus de 15 jours. La vérité, c'est que je vais te donner maintenant un argumentaire qui, à mon sens, serait un argumentaire favorable pour Mario. Ça aurait été qu'il arrive avec un espèce de document devant les yeux, parce que, on va être franc, toi et moi, tu ne peux pas connaître ces chiffres-là de par cœur, et qu'avec ce document, il ait élaboré un plan, ou même un semblant de plan, et une réflexion derrière, pour dire, bon ben voilà, donc aujourd'hui, je suis à 0 parce que, donc déjà, il faut toujours commencer par expliquer la raison pour laquelle tu te trouves dans cette situation. Soit ça a été coupé au montage, soit je ne l'ai pas entendu, soit ça n'a carrément pas été dit. Parce que arriver là et dire bon ben j'ai mal géré, ce n'est pas, même si c'est la réalité, c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut commencer par dire ok, bon, il y a eu ça, ça, ça et ça, et avec cet élément-là qui s'est cumulé par-dessus, eh bien je me suis retrouvé dans cette situation et je n'ai plus pu blablabla. D'accord ? Ensuite, tu dis, là, actuellement, j'ai tant de chantiers à venir, tant de chantiers signés. Donc, j'ai tant de chantiers en visu, tant de chantiers signés, j'ai tant d'argent qui vont rentrer, et etc., etc. Tu déroules un espèce de plan où c'est toi qui donnes le tempo en disant, si je fais ce chantier, je vais avoir tant d'argent qui va rentrer. Avec cet argent, je devrais pouvoir faire ça. Et ça va me permettre de débloquer telle situation qui va me permettre de relancer la machine. On n'a à aucun moment entendu un discours construit sur le schéma que je viens de te donner. Et donc, pour moi, Mario est mal barré. Maintenant, toujours dans ce souci de te mettre devant la réalité, dis-toi que en temps normal, ce genre de situation est courant. On a, comme ils l'ont dit, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais ils ont 15 demandes par semaine dans une conjoncture entre guillemets, dite normale. Là, on a un Covid qui vient, par la force des choses, de faire ploire des milliers d'entreprises en France qui ont un genou à terre et qui, entre toi et moi, pour la plupart d'entre elles, ne vont juste pas se relever, mais bien voir leur tête tomber au sol.
Et c'est une réalité qui est très dure, je n'en suis pas fier, je n'en tire aucun bénéfice, mais c'est une réalité que nous allons vivre communément. Et donc toi, dans cette espèce d'énorme marasme, dans cette boucherie qui va avoir lieu, je peux t'assurer qu'il va y avoir forcément des affaires exceptionnelles à faire. On regarde, et plutôt on écoute, le délibéré du tribunal. 2 heures plus tard, Mario appelle le tribunal. Oui, bonjour madame, monsieur Pereira, l'appareil entreprise FHN. Bonjour monsieur. Je téléphone pour savoir quelle était la décision. Pour FHN. Tout à fait. Alors FHN, c'est une liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire? Bon, d'accord. D'accord. D'accord, je vous remercie voilà, beaucoup. monsieur, je vous en prie. Au revoir. Mario est dans l'obligation de fermer son entreprise. Ses 10 salariés vont se retrouver au chômage. Le responsable de tout ça, c'est moi, c'est pas personne d'autre. C'est toi. Ah si, moi qui ai mal géré. Oh, c'est un truc, j'ai jamais baissé les bras, ça. Mais là, je suis un peu à plat, là. Là, ouais. Plus qu'à plat. Quand mon père a fait monter sa boîte, je lui ai dit, bon, bah, plus tard, je la reprendrai. Puis, bah là, ça me donne même pas envie, moi, de créer une boîte après plus tard. Parce qu'un jour, si je tombe dans la merde, bah, je sais que, bah, de toute façon, je roulerai, de toute façon. Parce que l'État n'aidera pas. Donc, en même temps, est-ce que c'est à l'État d'aider? Bah, moi, je pense que l'État, oui, doit aider les petites entreprises. Pour moi, oui, sincèrement, oui, je pense que... Parce que quand on voit, ils aident toujours les grosses entreprises, ils font tout, les petites entreprises, ils aident pas. Donc, malheureusement, liquidation judiciaire, tu as vu le premier épisode, et le deuxième aussi, on est dans le 3e épisode, et là, tu comprends un petit peu donc là où on en est. Il y a plein de choses que j'ai à dire, on va continuer dans cette discussion-là que je trouve très intéressante. Ici, il y a déjà un premier point qui est hyper important, Mario le dit lui-même, il dit « j'ai mal géré ». Et ça, c'est une réalité, c'est très dur à accepter. Encore une fois, on va avoir plus tendance à accuser les autres, accuser le système, que reconnaître que nous sommes les propres instigateurs de notre malheur. Mais il y a un élément encore plus difficile et que je veux absolument mettre sur le tapis et qui doit être entendu. En tout cas, j'espère que tu vas l'entendre. Nous avons tous, toi, moi, toutes les personnes que tu connais, un domaine d'activité pour lequel nous aurons ou nous avons des facilités. Et la réalité, c'est que l'erreur que nous faisons tous quand nous créons des boîtes, c'est de croire que notre première boîte ou la boîte qu'on va créer, ça sera la boîte que nous allons avoir jusqu'à la fin de notre vie. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ton premier travail, et c'est ton premier travail. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Et tu vois, c'est triste parce que son fils interprète mal la situation. Mais ton premier travail, c'est de trouver le domaine pour lequel tu es fait. Et il est probable que, en fait, Mario ne soit pas fait pour le bâtiment. Peut-être que tout le désignait à faire du bâtiment. Peut-être que lui, il ne croit en lui qu'en faisant du bâtiment. Mais peut-être qu'en fait, il ne devrait pas faire du bâtiment. Et c'est très difficile de se dire, moi, ma place, elle n'est pas là en fait. Elle n'est pas dans cette activité. J'ai créé cette boîte, mais elle n'a pas marché. Et je vais te créer une autre boîte dans un autre domaine qui marchera mieux. Et c'est très dur. Attention, je ne veux pas que tu crois que ce que je suis en train de dire est simple à mettre en place dans sa vie. Mais ça prend du sens au vu de tout ce que je viens de dire. Parce que de la même façon, tu vas peut-être réussir à racheter une entreprise à quelqu'un qui n'arrive pas à la faire fonctionner. Mais cette même société dans tes mains, elle fonctionnera. Et il n'y a pas d'explication à ça. Il n'y a pas d'explication. Moi, je vais te le dire en toute sincérité, je ne pense pas être prédestiné. Enfin, je ne pensais pas être prédestiné à faire de l'immobilier. Moi, ma passion, c'est le dessin, les dessins animés, le cinéma. Depuis que je suis sur Internet, j'arrête pas de dire je veux faire un truc dans le cinéma. Peut-être que je ne ferai jamais rien dans ma vie, mais il se trouve que pour moi, ça a mieux marché dans l'immobilier que dans ce vers quoi j'étais prédestiné. J'ai un coup de crayon qui, je pense, est un atout que je pourrais, si je travaillais dessus, en faire quelque chose. Mais finalement, ma vie ne m'aura jamais permis d'en faire quelque chose. Et ce n'est pas grave. Mais de la même façon, tu as des gens qui sont prédestinés à être dans le bâtiment. Tu as des gens qui sont prédestinés à être dans un domaine d'activité. Et peut-être que ça n'est pas leur domaine d'activité. Et si tu m'écoutes, ton premier travail n'est pas de te trouver un travail, mais de trouver l'activité qui est faite pour toi. Et c'est quelque chose sur lequel...
encore une fois, j'insiste parce que dans Devenir riche sans argent, j'ai l'impression de ne pas avoir été clair sur ce sujet-là. Pour moi, le curseur qui te permet de définir ce pourquoi tu es fait, c'est l'argent. Je le redis, le curseur qui définit ce pourquoi tu es fait, c'est l'argent. Donc si tu es du côté de ceux qui font faillite, eh bien, sois heureux mon ami et ne sois pas triste comme Mario. Parce que Mario, même s'il était convaincu et il avait suffisamment confiance en lui pour faire de la maçonnerie, la réalité c'est qu'il ne gagnait pas d'argent en ayant une société dans la maçonnerie. Je n'ai pas honte de te le dire. Moi j'ai voulu ouvrir une entreprise dans les travaux et dans la maçonnerie. Ça n'a pas marché. Et honnêtement, de toi à moi, grand bien m'en a fait parce que je ne pense pas que j'étais prédestiné à faire ça. Je pense que je me serais planté si j'étais resté dans cet axe-là. Bien que, au moment où je l'ai fait, ça paraissait cohérent parce que, et même encore aujourd'hui, je génère pas mal de chiffres d'affaires pour des sociétés dans le bâtiment. Et donc, au demeurant, ça paraît être une bonne idée sur le papier. Sauf que ce n'est absolument pas fait pour moi. Et donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que ton premier travail est de trouver l'activité qui est faite pour toi. Et pas de suivre bêtement, finalement, ce pourquoi tu te crois être prédestiné ou ce pourquoi, parfois pire, tes parents te prédestinent. Ok ? Petit point rapide sur le fils. Ça, c'est pareil. C'est là qu'on voit le drame éducatif, le drame de l'éducation en général. Et là, je ne parle pas de l'éducation nationale, je parle bien de l'éducation parentale. On a tendance en tant qu'enfant à malheureusement se faire une idée ou à prendre pour soi ce qui constitue la vie de nos parents. Et ce n'est pas parce que son père a fait faillite que lui fera faillite dans une entreprise de bâtiment. Et ce n'est pas parce que son père n'a pas réussi à avoir une entreprise qu'il ne réussira pas. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Mais c'est là encore très difficile. On écoute la suite de la discussion qui est, tu vas voir, encore plus intéressante. Le fils et le père sont découragés. C'est pas à cause du gasoil ou quoi que ce soit, c'est trop de charges. Quand on embauche un salarié, c'est 2 qu'on embauche. Pas 1, 2. On est toujours en train de payer, tous les mois, toujours payer. On fait que ça. Il y en a beaucoup maintenant qui travaillent au black. Que au black. Pourquoi ? Parce qu'ils disent on paye trop cher. Moi je connais des plaquistes et tout, ils touchent tout en liquide. Je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai jamais voulu, mais je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. Faire au black aussi, comme tout le monde. Quand vous trouvez normal que nous on gagne, qui gagnent le SMIC, entre le SMIC et 1500 € par mois. Et quand vous regardez les gens du gouvernement qui sont à l'Assemblée en train de dormir, à gagner des sommes de 50 ou 60 000 €, pourquoi ils ne gagnent pas le même salaire que nous ? C'est ça aussi, ils devraient avoir le même salaire que nous, comme ça ils verront comment on vit. Alors là, c'est la haine qui parle, bien évidemment, mais une haine qui est partagée par un grand nombre de chefs d'entreprise. Malheureusement, ce qu'il dit est à moitié faux et à moitié vrai. Et je dis ça très froidement, je m'excuse, mais je veux que tu entendes que la problématique, c'est qu'il y a des seuils en France à partir duquel, malheureusement, c'est parce que je suis d'accord avec lui, tu ne vis pas. Donc par exemple, je vais te donner des grands chiffres. Si tu fais moins de 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est compliqué, quoi. Après, sauf si tu es profession libérale, ça va dépendre de tout un tas d'activités. On est bien d'accord, ce que je te dis n'est pas une vérité empirique. C'est des chiffres, des grands chiffres que tu dois te mettre en tête. 100 000 €, c'est une première barre. Il y a une autre barre entre 2 et 300, il y a une barre à 500, il y a une barre à 1 million. Je parle de chiffre d'affaires. Et bien évidemment, chacune de ces barres va impliquer des prises de décision. Là, quand on l'entend parler comme ça, on comprend très bien, et je comprends très bien sa difficulté. Il faut se rappeler qu'on est face à une petite entreprise. On est toujours dans une PME. Même avec 10 salariés, on est dans une petite entreprise. Et il faut que je rappelle aussi, parce que je pense que c'est important, oui, le système français, et je suis d'accord avec lui, il présente cette espèce de vice, parce qu'il faut parler d'un vice, qui est que les charges courent mensuellement. Or, l'argent, lui, quand on est entrepreneur, il peut rentrer de façon très irrégulière. Et cette opposition entre une espèce de régularité des revenus et une irrégularité des revenus, enfin plutôt, excuse-moi, ma langue a fourché, l'irrégularité des je vais y arriver décidément, l'irrégularité des revenus et la régularité des charges, elle peut être très difficile à gérer pour beaucoup d'entrepreneurs. Et j'ai pas de réponse à fournir parce que c'est un tout en fait. Et que très clairement, ce que je peux dire
de ma modeste expérience, c'est qu'il n'est pas bon de rester petit en fait. Déjà, premièrement, non. Il n'est pas bon d'être petit. Deuxièmement, il n'est pas bon d'être exclusif, ce qui est le cas de Mario. Mario n'était que maçon. Pour moi, la diversification est une des clés. Moi, aujourd'hui, ce qui me donne aussi ce confort, c'est que je suis diversifié. Quand je dis que je suis diversifié, c'est que j'ai mes revenus locatifs d'un côté, j'ai mes revenus d'entreprise de l'autre. J'avais, parce que j'ai fermé, mais j'avais des revenus de la finance d'une autre société. J'avais une diversification de mes revenus qui me permettait d'avoir ce côté régulier, enfin plutôt oui, ce côté irrégulier des revenus générés, compensé par la régularité d'un autre type de revenus qui, eux, le sont plus. La location est très régulière en termes de revenus, ça amène un certain confort de vie. Mais c'est de la gestion. Mario a très bien parlé. Ensuite, il a parlé du black. Bon, effectivement, le black est un sport national. Là aussi, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que tu vas racheter peut-être des sociétés dans lesquelles il y a du black qui va être généré par l'activité. Et ce black, il est très difficilement évaluable en termes de rachat et surtout, il est très difficilement mobilisable, il est très difficilement utilisable. Faire du black, c'est faire de l'argent qu'on dépense. Générer de la dépense, ça n'est pas générer de la sécurité financière. Et c'est très compliqué à redresser aussi ce type d'entreprise. Enfin, moi, je n'aime pas ce type de sociétés qui font du black parce qu'elles ne sont pas valorisées correctement et que du coup, au rachat, c'est complexe. Mais, c'est là que ça va devenir intéressant, si tu réfléchis 2 secondes, c'est qu'avec cette crise qui se profile, ces sociétés-là vont aussi se retrouver sur le marché de la vente. Et du coup, tu comprends très bien qu'il y a une carte à jouer. Parce que si tu récupères une entreprise qui fait du black et que toi, tu ne fais pas de black avec cette société, tu vas lui amener un souffle nouveau, des nouvelles possibilités qui vont la faire déboucher sur de nouvelles possibilités que je ne connais pas mais que tu découvriras. Donc, je comprends sa haine, je comprends sa colère, je serai exactement comme lui à sa place. Maintenant, c'est à toi d'avoir cette capacité à remettre les choses à leur place. Là, ici, on est face à quelqu'un qui a eu des difficultés, qui n'a pas réussi à sauver son entreprise. Je suis vraiment désolé pour lui, mais ça ne veut pas dire que toi ou son fils rencontrera les mêmes difficultés. Ok ? On va passer maintenant vraiment à un dernier point qui est crucial, qui est l'organisation des dettes. Donc écoute bien ce qui va être dit maintenant. Je vais amener des précisions parce qu'en cas de liquidation judiciaire, ce que va vivre Mario, les créanciers vont devoir être payés et ils vont être payés dans un ordre précis. Ultime sanction, Mario va devoir vendre tout son matériel pour payer au mieux ses créanciers. Dans l'ordre des priorités, il y a les salariés, le Trésor public et l'URSSAF. Viennent ensuite les banques et les fournisseurs. Alors ici, je vais juste t'apporter une précision essentielle, c'est que tout de suite après l'État, il y a la copropriété. Je veux que tu saches que dans l'ordre hiérarchique des personnes qui doivent être payées en cas de liquidation, on est d'accord ? La copropriété est l'un des organes les plus puissants en France de manière légale après l'État. Ce qui veut dire qu'on arrive à la fin de cette vidéo et que si tu es un mec intelligent, immobilièrement parlant, quel va être l'organe qui va posséder le plus d'affaires à faire dans les mois et années à venir? Exactement, la copropriété, je te le donne en 1000. Donc si cette émission, elle ne doit te donner qu'une seule astuce que tu dois retenir pour bien comprendre où tu vas trouver des affaires dans les mois et années à venir, tu vas les trouver au sein des copropriétés. Car les copropriétés vont récupérer en premier lieu les logements de ceux qui ne payent pas leurs charges et ils vont les remettre à la vente. Et généralement à la vente aux enchères. À moins qu'un petit malin qui écoute Immobilier Compagnie se manifeste et achète l'appartement au prix des dettes. Tu l'auras compris, cette émission est terminée. Je te remercie d'avoir écouté jusque-là avec attention ce programme. Il ne reste plus qu'un dernier et unique épisode de cette quadrilogie sur les faillites qui, je pense, vont être légion dans les mois et années qui arrivent. Je t'invite, comme d'habitude, à me laisser une note et un commentaire là où tu écoutes cette émission ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission. Sinon,
tu peux toujours travailler avec moi en prenant le programme 1 million qui est disponible sur le site immobiliercompagnie.com, ou alors tu peux directement prendre mon livre Devenir riche sans argent, soit les 100 premières pages, soit le livre directement. Tu le reçois dans ta boîte aux lettres et puis tu commences à découvrir mon histoire. Merci de ton attention, de ton écoute, de ta présence. C'était un plaisir et la suite au prochain épisode.